Bonjour à tous, et bien voilà, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. C'est parti pour le ZCL News de ce mercredi 5, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour Naïla. Bonjour tout le monde. Et on est avec une artiste encore inconnue, mais qu'on va connaître bientôt. C'est Naya, bonjour. Bonjour, Elle a un beau bonjour. sourire, une belle Merci. coiffure. Oh oui. Justement, on parlera de l'histoire plaisir. de la coiffe plus tard avec notre chroniqueuse Merci Labitide. Mais pour l'instant, on va recevoir Senaya, bien sûr. Elle va nous parler de son actualité. Michel Madou devrait être avec nous dans quelques instants. On recevoir aussi Dominique Vénéré qui vient d'en parler de Port-Spain, faire un focus sur la ville de la capitale de Trinidad, qu'on connaît bien. José Turlepin, Merci Labitide pour l'histoire de la coiffe. Deuxième partie, si vous avez raté la première, c'est sur le Facebook. Et Jocelyne Boucaud-Nampri, bien, parlera du fruit à pain. Vous savez, le fruit à pain est très à la mode en ce moment. On fait même du chaud d'eau de fruit à pain. Donc, ce sera l'occasion d'en parler. Voilà un peu le sommaire de nos invités. Naïla, l'information, bien évidemment, c'est toujours cette grève de l'UGTG. Tout à fait. Donc, à Bemao. Oui, Bemao. C'est vrai, effectivement, on reste dans ce conflit social. On se le rappelle, petit rappel, effectivement, le syndicat UGTG est en grève depuis bientôt un mois. Depuis le 6 décembre. Depuis le 6 décembre Non, c'est ça. Non. 6 janvier. 6 janvier, pardon. Oui. Bientôt un mois. Un bras de fer entre la mairesse, la maire de la ville de Bemao, Madame Hélène Polifonte, et ses agents qui sont en grève. La sortie de crise n'est pas pour maintenant. Donc, un meeting a été organisé justement devant la mairie de Bemao. On constate, M. Zandronis, n'est-ce pas, que ça n'avance pas? Ça n'avance pas beaucoup parce qu'en fait, l'UGTG, l'UTC, l'UGTG et la mairesse de Bemao sont sur des positions opposées et le conflit stagne. Pour l'instant, la ville est plus ou moins bloquée. Hier soir, il y avait un meeting, on en parlera tout à l'heure dans le sujet. C'est dire que la situation n'est pas sur le point de s'améliorer, de s'apaiser et on commence même à faire des suppositions politiques, se demander qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement. Pourtant, c'est un mouvement purement syndical. Nous y reviendrons dans un instant. Et effectivement, on continue toujours sur le conflit social. On sait aussi, là par contre, effectivement, depuis le 6 décembre, l'éducation, les enseignants de l'éducation nationale sont en grève. Donc, on a fait un peu un tour d'interview parce qu'on sait que ça bouge un peu. Il y a les parlementaires qui ont rencontré il n'y a pas très longtemps le gouvernement. Aujourd'hui, en ce moment. Tout à fait. Ils sont en rendez-vous avec le ministre de l'Éducation, M. Blanquer. Tout à fait, parce qu'il faut se le rappeler, surtout qu'il y avait eu un premier pas vers les parlementaires de la Guadeloupe du point de vue du SPEG. Samedi en 8, il y a eu une rencontre pour justement faire parler de leurs doléances et surtout concernant les 72 suppressions de postes à la rentrée et la réforme du bac, demander au gouvernement de faire un rétropédalage sans parler de la réforme des retraites. Et bien sûr, grève, mobilisation, ça impacte aussi sur la population. Donc un micro-trottoir a été réalisé afin de poser la question à la population sur l'intérêt des grèves et mobilisations, leur ressenti. Et bien entendu, quand même une bonne nouvelle pour la ville des Abîmes, c'est la ville qui a reçu le label Ville et Village Internet. Et on va parler aussi sport, le vélo, vous savez, ça commence. Il y a eu les premières courses ce week-end, donc il y aura la présentation de l'équipe vélo. Voilà, merci Naïla. Alors je vais faire un tout petit peu de storytelling. Alors un jour, un dimanche, je me promenais sur la plage de Trois-Rivières, comme ça, tout seul, pour humer l'air de la mer. Et subitement, je vois une personne qui m'approche. Monsieur Zandronis. Je me retourne, couvrage, c'est Naya. Bonjour, c'est Naya. Bonjour. C'est une très belle histoire. Hein. Ça paraît surfait. Hein. Et pourtant, c'est la vérité. Je ne la connaissais pas, mais elle me connaissait. Où m'aviez-vous vu, Sinaya? Je vous avais vu dans une chaîne de télé qui ressemble à celle-là. Ouais. Le même décor, la même personne ici qui sourit. Voilà. Vous avec vos lunettes. Voilà. Bien. Sinaya, merci d'être avec nous en direct. Je sais que vous êtes ici, venez du Canada. Oui, tout avec à fait. Une équipe pour tourner un vidéoclip. Voilà. Parce que vous êtes artiste, chanteuse. Tout à fait. Artiste, auteur, compositeur, interprète, productrice. Vous êtes d'origine guadeloupéano-africaine. Tout à fait, oui. Guadeloupéenne. Comme vous voulez. En tout cas, totalement guadeloupéenne et totalement africaine. Voilà. On ne pas les créoles. Mais oui, on ne peut pas les créoles, on peut espérer. Bon, peut-être créole en moins, qui dit comme ça. Oh, mais ils ont accent, ils n'ont pas monté mon, etc. Eh bien, c'est pas grave, on va continuer quand même. Bon, alors, Sinaya, dites-nous un peu.
en dehors de ce clip, qu'est-ce que vous faites dans mon pays? Alors c'est mon pays aussi. Alors je suis venue continuer l'enregistrement de l'album qui va sortir en 2020, vers le mois de septembre. On est en 2020. Hein? Oui, non, mais vers le mois plus l'automne, on va dire, exactement. Automne, ah oui, excusez-moi, je m'excuse. Septembre, octobre, à peu près, voilà. C'est vrai. Merci de me corriger. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors voilà, donc je suis venue continuer l'album que j'ai commencé d'ailleurs avec cette chanson que je suis venue en fait faire le vidéoclip. Et ça s'est terminé donc dimanche. On a fait 2 jours quand même, 2 jours de tournage avec une équipe. Nous avons tourné essentiellement dans la commune de Trois-Rivières, qui est la commune de naissance de ma maman. Déjà, on va commencer par là. Et donc je suis venue avec une petite équipe, des amis, des réalisateurs canadiens, québécois de Montréal, qui sont venus me donner un sacré coup de main. Ils ont l'accent québécois? Ils ont l'accent, oui, un peu. Un peu quand même, oui, un peu. Le bel accent québécois. Le bel accent québécois. Et donc on a tourné pendant 2 jours à Trois-Rivières. Et donc cette chanson a été réalisée ici par Serge Popote, qui est un réalisateur, guadeloupéen. Il se faisait un groupe qui s'appelait Fretless dans et qui va dans le temps et qui va ressurgir bientôt d'ailleurs. J'ai envie de dire c'est le secret bien gardé de la Guadeloupe, hein, vraiment. Alors c'est ça. Il y a eu aussi la participation de Tambouillé. Il y a eu la participation. Je dis bonjour d'ailleurs Monsieur René Geoffroy et son fils Jonathan Geoffroy pour le Boulaguet. Qui ont eu... oui, tout à fait. Quelque chose de merveilleux qui s'est passé et je les salue grandement. J'ai eu de belles connexions avec toute cette et aussi Jacques-Marie Basse, Djembi, l'idée des percussions, l'idée de toute la rythmique, si vous voulez, de ce morceau a été proposée par Jacques-Marie Basse notamment. Donc je suis venue faire cette vidéo parce que cette chanson parle de la Guadeloupe et fait en Guadeloupe par des Guadeloupéens et je tenais absolument à venir en Guadeloupe pour pouvoir tourner, même si c'était pas évident. Elle s'appelle Allez. Allez? Oui. Allez, allez, vas-y, allez-y. Allez, oh là. Allez, Vini? Non. Allez Poupati, vraiment. Ouais. Allez Poupati et allez Plio aussi en même temps. Voilà, il y a les deux connotations. Donc allez Poupati parce que nous voyez tout ça qui pas bon et nous crier voyez lumière. Parce que nous bisons lumière, voyez lumière. Et le tambour prend sa place. Parce qu'on a dit tambour levé, tambour lavé, tambour chanté, tambour joué, pour voyer lumière, pour chasser tout ça qui n'est pas bon. Parce que c'est spirituel aussi. Bon, c'est spirituel. Alors, est-ce qu'au Canada, il faut comprendre que vous pouvez chanter ça au Canada? Mais on pas vous savez, musique ni propre langage, hein. La musique est universelle. Non, mais non seulement elle est universelle, mais la musique a son langage. Oui. Ça veut dire que même si tu ne comprends pas une langue, si vous ne comprenez pas une langue, mais vous comprenez l'émotion. Oui, et pour moi, c'est tout ce qui est plus important, c'est l'émotion. D'accord. Je chante de l'émotion. Bien. Et je fais passer, j'espère, de l'émotion. Ça veut dire, Sénaya, qu'on vous verra en spectacle en Guadeloupe? J'espère bien. Oui, j'espère bien, bien sûr. Après il faut. Après la sortie de l'album, là, je suis déjà quand même un spectacle acoustique, guitare-voix, parce que je suis aussi guitariste. Oui. Voilà, guitare-voix. Vous n'avez pas emmené la guitare aussi. Mais est-ce que vous m'avez donné le choix? Vous voulez que je dise tous les secrets ici? J'ai déjà donné la moitié. Non, no comment, comme on dit, hein, sans commentaire. Oui. Non, mais avec plaisir, la prochaine fois, je viendrai avec la guitare. Oui, bien sûr. Oui. Donc, j'ai fait un spectacle acoustique. J'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à venir nous rejoindre. C'est au restaurant Plaisir à Pointe-Noire. Je ne sais pas si vous connaissez ce restaurant. Oui, en pleine nature, magnifique, quoi. Voilà. Donc, ça sera guitare-voix et ça sera les vacances du carnaval, je pense. Hein. Oui, vous êtes ici jusqu'à quelques jours? Je suis là encore jusqu'à peu près le 27. 25-27, ouais. Vous êtes moins carnaval? Bien sûr, mais de manière carnaval en connaître quand même. Quand même. En tout cas courir, en tout cas débouler. Enfin, en ce temps-là, il n'y a pas de cas de débouler. Pas qu'à quoi débouler. Oui, vider. Voilà,
c'est ça. Et un Semoun Bastet, alors voilà quoi. C'était des voilà. Bon alors, parlez-nous un petit peu du Canada et des Antilles, parce que je sais que là-bas il y a beaucoup d'Haïtiens. Oui. Quelques Guadeloupéens quand même. C'est quand même c'est quand même. Alors que voulez-vous savoir que je vous dise? Comment on vit là-bas? Est-ce qu'il y a une diaspora? Est-ce qu'il y a une belle communauté? Alors est-ce qu'elle est là, mais elle est quand même éparse. Oui, voilà, sûr. parce que c'est vrai que c'est la communauté haïtienne quand même qui est la plus importante. Il y a des festivals de musique haïtienne. Il y a le festival. Justement, j'ai participé à un festival. Il y a le festival Haïti en folie, notamment, avec la directrice qui est Fabienne Collat. Justement, j'ai participé à ce festival l'année dernière. Je ne me trompe pas, oui, l'année dernière ou l'année d'avant plutôt, puisque là on est déjà en 2020. Et voilà, donc oui, la communauté haïtienne est très présente. La communauté haïtienne est aussi une possibilité pour justement la musique guadeloupéenne de se faire connaître. Moi, je pense, ce serait une belle porte. C'est une belle porte d'entrée. Sinon, les Canadiens sont plus connaissent un tout petit peu plus la musique africaine, la musique haïtienne. Alors, il y a donc c'est un terrain vierge. Donc tout est à se faire. Et j'espère que je vais contribuer à ma façon, voilà, à pouvoir faire connaître la musique guadeloupéenne. Les Guadeloupéennes vont aux Awards, aux Grammy Awards. Donc, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Malika Malika, oui, tout à fait. Avec son groupe, et puis bon, c'est quelque chose. Oui, Bocanté, exactement. Donc, Malika que je connais, on évolue. Bon, on est à Montréal, hein, c'est tout petit Montréal. Oui, donc voilà, on peut pas se rater. Ouais. Elle a une question peut-être. Oui, justement, parce que j'ai cru comprendre que vous avez été candidate pour Femmes Noires Inspirantes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Rien n'est caché. C'est Naya, il y a pas restant bas fait. Oui, c'est ça que je vois. Oui. Alors, comment puis-je dire? Femme noire inspirante. Alors, écoutez, ça s'est passé ainsi, c'est-à-dire que j'ai entendu parler du fait qu'il y avait donc cette idée de faire le mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Et ce qui est nouveau, ce qui est une première édition, c'est jamais arrivé. Moi, c'est ce qui m'a intriguée, c'est ce qui m'a plu aussi, parce que d'habitude, c'est les États-Unis, le Canada, et peut-être un peu maintenant en France, je pense, si je ne me trompe pas. Et il y a le mois de l'Afrique en ce moment ici. Il y a le mois de l'Afrique, oui, mais là, c'est le mois de l'histoire des Noirs. De l'histoire des Noirs, oui. Black Month Story, c'est ça? Voilà, Black History Month. Oui. Mais c'est vrai que le mois de l'Afrique aussi tombe dans cette et c'est génial, c'est génial ici, en Guadeloupe. Moi, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, il y a des choses assez intéressantes, puisque j'ai vu le fils de Monsieur Marcus Garvey, qui était notre invité hier. Bon, d'accord. Donc j'ai vu tout ça. Mais alors donc voilà, pour faire une histoire courte, donc j'ai contacté, si vous voulez, les gens qui étaient à l'origine de cela, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc partant de là, je souris parce que il sait de quoi je parle. Alors c'est pour ça que je souris. Alors bon, en tout cas, bref. Et à partir de là, j'ai été intéressée parce que pour toute la démarche, parce que en fait, ça avait tout son propos de faire le mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Je pense que nous, d'abord, nous avons besoin de ça. Nous, d'abord, nous avons besoin de se retrouver. C'est bien d'aller vers l'extérieur, mais il y a déjà énormément, notamment la diaspora africaine, il y a les Antillais, tous, voilà, les Caraïbéens, tout le monde, on a besoin de connaître notre histoire parce qu'elle a été souvent tronquée, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, les nouvelles générations, etc. Enfin bref, il y a tellement de belles choses. Alors, écoutez, ils m'ont demandé si je pouvais déposer ma candidature. Vous savez, moi, les histoires de concours, je leur ai dit, c'est pas trop mon truc. Alors, mais je l'ai fait dans l'idée que je me suis dit, si mon parcours pouvait inspirer, c'est-à-dire mettre la lumière en fait sur mon parcours et que ça pouvait inspirer d'autres personnes en fait. Alors je me suis dit oui, ça valait le coup effectivement de donner mon nom. Et c'était la seule condition sur laquelle je me voyais donner mon nom. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça aura lieu au Bénin. Au Bénin. Oui. Vous êtes allé en Afrique déjà? Ah oui, bien sûr, j'y suis née. Je suis née à Dakar, au Sénégal. Oui. Mon père est sénégalais, ma mère est guadeloupéenne. J'ai vécu aux deux endroits. Oui. Et
Et donc, oui, je suis allée au Sénégal. Vous avez chanté là-bas? J'ai chanté au Sénégal. Comment ils apprécient les Africains du Sénégal, apprécient notre musique ou les chanteuses comme vous? Mais énormément. Mais c'est là le potentiel, il y a un vivier. Là encore, il y a un terrain vierge qui n'est pas à exploiter. Et alors, je trouve que c'est quelque chose il faut vraiment pas négliger ça. Il faut aller au plus vite. C'est pour ça que, quand je dis aller au plus vite, allons-y, quoi. Il faut même pas hésiter, il faut même pas douter, il faut même pas... Oh, mais regardez l'Angola, le Zouk, le festival du Zouk. Oui. La maison du Zouk. La maison du Zouk. En Angola. Alors qu'il n'y a même pas de maison du Zouk en Guadeloupe ni en Martinique. Non, mais c'est juste pour vous dire. Non, je suis pas là pour... voilà, ça viendra quand ça viendra. Mais je suis juste en train de vous dire à quel point, avec des faits concrets, à quel point les gens sont intéressés à la culture guadeloupéenne et à la culture martiniquaise. Et moi, je trouve que c'est génial. Il faut y aller. Alors, j'ai chanté pour le Festival des Arts Nègres en 2010. Oui. Et c'était un festival, c'est sûr qu'il y a eu des rebondissements différents, mais c'était un très, très beau festival qui a été initié par Léopold Sédar Senghor et qui a continué, bon, voilà, en 2010, une autre édition. Et on a adoré. Moi, je suis partie avec mon équipe de musiciens du Canada et on a performé, c'était génial, c'était vraiment génial. On a un clip de Sinaya, non? On a des vidéos, des extraits, je ne sais pas si c'est des clips. À la guitare à la guitare, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je demande à bonne question. On a quelque chose de Sinaya, peut-être, mais moi bien l'entendre un petit peu. Chanter quand même, hein? Quand même. Oui, hein, oui. C'est vrai, hein, chanter quand même. Ça y est, c'est en train de se mettre. Ça y est, c'est prêt, c'est parti, Sinaya en live. Merci. Ça, à l'époque, c'était un banjo guitare. À tout veillé, on va dans une section banjo guitare. Après ça, chant-là va commencer. Et pendant ce chant-là, on y banjo guitare. Qui veut dire on vient de voir Sinaya qui dansait. Vous dansez où là? Alors je dansais à Rivière-Sens, oui. Parce qu'on était entre deux pauses de tournage du vidéoclip justement, et on avait besoin, vous savez pourquoi Rivière-Sens? Parce qu'on avait besoin d'un coucher de soleil. Et le coucher, moi au départ, parce que ma plage préférée de la Guadeloupe, je vous le dis très sincèrement, c'est la plage de Grand-Anse à Trois-Rivières. Bien sûr, vous êtes oui, non, mais parce que je vis avec ma... Non, mais c'est vrai, je vis avec ma guitare, je suis Cela dit, la mer n'est pas toujours très calme là-bas. Non, mais c'est pas grave, elle est comme moi, elle est douce et en même temps, attention. Oui, voilà, hein, sauvage en même temps. J'ai bien compris le message. Non, mais voilà, et malheureusement, sur la plage de Grand-Anse, le coucher de soleil n'y est pas. Oui. Alors on est allé tourner à Rivière-Sens. Voilà. Le clip est terminé, ça y est? Le clip est terminé. Oui. Terminé. Est-ce qu'on aura le plaisir de le voir avant votre départ le 27? Ah non. C'est une exclusivité pour les Canadiens, c'est ça? C'est pas une exclusivité pour les Canadiens, mais ça demande une bonne promotion, quelque chose. Il faut attendez la classe là quand même, hein. Oui. La classe, parce qu'il y a que des gens de classe qui ont participé. Oui, mais ça veut dire quoi? Qu'on ne verra jamais? Ah non, mais quand même, Monsieur Zandroni, vraiment. Si. On le verra. Oui. On le verra. Je pense dans à peu près, on va dire 2 mois. Le temps de la post-production. Voilà. Vous savez, faire quelque chose de beau. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce clip. Oui. Il y a de belles personnes qui ont participé à ce clip, notamment l'association Calib. Il y a eu aussi Marie-Vonne, vous connaissez la danseuse qui s'occupe, chorégraphe qui s'occupe de tout ce qui est handi danse. Ah oui, voilà. Elle est ici d'ailleurs. Oui. Mais justement, oui. Alors très belle, non vraiment que de belles personnes. Il y a eu violonistes, il y a eu des tambouillés de l'association Calib, que de belles choses. Oui. La seule chose qui est un tout petit peu dommage, mais c'est parce qu'il y a eu un petit problème et un gros problème même. C'est pour ça que je salue Monsieur René Geoffroy et Jonathan,
un gros bisou à tous les deux, parce que normalement ils devaient être là et il y a quelque chose de malheureux qui s'est passé, mais grâce à Dieu, eux ils vont bien, c'est ce qui est plus important. Voilà. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, vraiment. Vous êtes d'un dynamisme incroyable. C'est vrai. Mais en fait, je renvoie ce que je reçois aussi. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Parce que vous savez, je suis artiste, donc on prend. Mais pour mieux redonner. Donc c'est votre énergie On attendra le clip et le CD. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On attendra votre retour au pays natal. Et merci de m'avoir invité. N'oubliez pas, venez me rejoindre, Restaurant Plaisir, le 21, vendredi 21. 21. Oui. À partir de quelle heure? À partir de, on va dire 7h, 8h à peu près. Hein. Vous mangez du soir, 20h. Excusez-moi, je suis en anglais là. Alors oui, alors c'est 19h. Voilà, 19h, 20h. Et puis il y a le restaurant, venez manger, venez prendre du plaisir. Ça porte bien son nom. Ça s'appelle Plaisir. Restaurant Plaisir. Merci Sénaya. Merci en pile, vraiment. En l'Olamou, nous qu'à voyer l'imier, nous qu'à continuer voyer l'imier. Voilà, 12h52, on a le temps de faire le premier titre. Oui, on a le temps. Alors, je disais donc que l'UGTG et l'intersyndicale s'est manifesté hier soir à Bemao, comme c'est pas un hasard, c'est parce que Bemao est le siège d'une manifestation de mouvement syndical depuis déjà pratiquement presque un mois, et donc les choses n'avançant pas d'un côté ou de l'autre, le point de vue de la mairie n'est pas le point de vue des syndicats sur cet indice qui met la division, et donc les syndicats se sont exprimés hier soir. Naïla, reportage. Oui, tout à fait. Oui. On peut balancer. Effectivement, nous choisissons la commune Bemao, c'est après suite à toute mobilisation que nous faisons toute semaine là, et l'ensemble des organisations ont décidé que nous faisons un meeting de solidarité pour l'ensemble des travailleurs qui en lutte. Travailler à lutter, c'est l'UGTG, commune Bemao, commune Sainte-Rose, commune Lens-Bertrand, mais aussi tout travail qui en lutte dans le monde, parce que face à ça qui arrive aujourd'hui là, nous ne pouvons pas garder nous, ce n'est que par la solidarité et l'unité que nous pouvons gagner le combat, mais aussi les travailleurs à l'école, parce qu'il faut nous dire quand même depuis le 5 décembre, les travailleurs, les maîtres d'école en grève, pour même bien là, c'est pour la réforme de la retraite, mais c'est aussi pour la suppression des emplois, mais c'est aussi pour le plusieurs réforme de la fonction publique. Alors là, c'est un carreau technique, déjà démantelé, et c'est pour ça que nous avons gommé. Et donc c'est vrai qu'après samedi, nous avons décidé de venir ici dans ce là, et certainement après, ici dans nous sommes encore plus loin, puisque nous pouvons contenter nous de mener 7000 personnes dans la rue là et arrêter. Donc il faut nous aller plus loin, parce que je dois travailler un pays là, ne peut pas rester comme ça, nous avons considéré son réforme qui est en place pour détruire tout ça que nous avons, les acquis que nous gommé, les parents gommé longtemps, tout le monde gommé, et je dois l'État français. C'est pour ça que nous avons dit de toute façon, nous avons légitime défense et nous allons continuer pour nous passer à l'offensive. Bien, là, nous venons porter force pour les camarades Bemao, nous venons également porter force pour tout le monde qui est en ligne, notamment les enseignants. Nous voulons porter ça également pour les camarades qui sont victimes en vaste opération de déchoucage à Guadeloupéen, avec tous les licenciements qui sont prononcés aujourd'hui là. Nous qui travaillons à la santé, nous qui travaillons à l'hôpital La Pointe, avec toute solidarité et force, nous pouvons dévisser au mois de juillet août, là nous avons posé problème à la santé, posé problème à l'hôpital, la survie à droit de la vie, même à Guadeloupéen. Nous joignons Guadeloupéens, nous joignons nos méfants Guadeloupe pour faire revendication nous avancer. Donc c'est naturellement qu'au soir là, nous venons aussi à Bemao et nous pouvons continuer, quand nous faisons samedi, nous pouvons continuer à manifester. Et tout le monde qui a protesté, tout le monde qui a réclamé, qui a respecté Guadeloupéens, qui a respecté le droit à la vie Guadeloupéen, que nous pouvons disposer de tout ça qu'il faut nous pour nous vivre dignement et fièrement pays en nous. Voilà, c'était donc hier soir devant la mairie de Bemao. Bien évidemment, le mouvement continue. D'ailleurs, on va parler tout à l'heure encore de l'aspect social de la réalité de l'actualité guadeloupéenne, puisqu'on va recevoir une délégation des syndicats de l'éducation. C'est tout de suite après la pause. Marie-Émile Mioval. Il n'a pas pris le nom. Ah, si. Voilà, on va démarrer les 13h02, tout se passe en direct, bien évidemment. On va recevoir dans un instant Marie-Émile Mioval, le secrétaire national du SPEG. Bonjour. Secrétaire général, bonjour. Général, excuse-moi, dans les partis politiques, bonjour. Et un peu après,
Madame Dominique Vénéré, bonjour. Bonjour. On va nous faire un petit focus sur Trinidad. Mais pour l'instant, comme nous sommes dans les problèmes sociaux et syndicaux, Naïla, on va revenir sur la grève des enseignants. Tout à fait. Le SNES-FSU, depuis le 5 décembre, comme bon nombre de syndicats, ont démarré un mouvement de grève justement contre la réforme des retraites, mais pas que. Ça parle vraiment de l'éducation, des postes, de suppression de postes, des conditions de travail. Et ils ont fait une audio-description avec les parlementaires, comme l'avait fait au préalable le SPEG. On les écoute, on les entend. Et nous sommes assistés des administrateurs de la délégation Outre-mer. Je me permets de rappeler un peu le contexte de l'audition. Nous avons été mandatés par la délégation Outre-mer en tant que rapporteur d'une mission qu'on appelle une mission flash. C'est une mission rapide dans des circonstances exceptionnelles, puisqu'on est dans des circonstances exceptionnelles pour la réforme des retraites. Aujourd'hui, l'ensemble des organisations syndicales sont mobilisées pour obtenir des moyens, mais également pour faire de telle façon que la réforme par points qu'on nous impose aujourd'hui soit retirée. La FSU n'a pas signé le moratoire pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, nous estimons que l'annulation des moyens dans l'académie n'est pas suffisante. Nous avons une académie avec des critères sociaux tels qu'elle devrait imposer pour la plupart des établissements actuellement dans l'académie l'application de l'éducation prioritaire. Or, lorsqu'on appliquera l'éducation prioritaire en Guadeloupe, mécaniquement, nous aurons bien plus que la suppression des 56 postes qu'on souhaite faire. Et donc, aujourd'hui, la FSU veut tout simplement que l'académie soit dotée, comme elle se devrait, des moyens nécessaires pour la prise en charge des élèves. On ne souhaite pas voir uniquement annuler les 56 fermetures dans le second degré. On ne souhaite pas voir annuler uniquement les 16 fermetures dans le premier degré. Nous souhaitons tout simplement que tous les critères soient pris dans cette académie par le ministère. Et nous savons pertinemment que si effectivement les établissements rentraient dans l'éducation prioritaire, dans le premier degré, c'est plus de 180 postes qu'il faudrait doter l'académie, et dans le second degré, 223. Donc vous voyez bien que nous sommes sur des échelles de grandeur qui ne correspondent nullement aux 72 fermetures de postes. Donc aujourd'hui, nous allons être entendus par des parlementaires. Nous allons leur demander de tout simplement jouer le jeu qu'ils ont décidé de jouer, c'est-à-dire être le relais d'une demande, soit de la venue d'une délégation interministérielle, soit être tout simplement ceux qui pourraient nous obtenir une audience auprès des ministères concernés. Il y a une mission parlementaire qui est en train de travailler sur la problématique des retraites. La FSU va réaffirmer tout simplement son refus de voir la retraite par points être appliquée pour l'ensemble des fonctionnaires, mais de façon plus globale pour l'ensemble des salariés. Et puis nous leur démontrons comment ce projet de loi va impacter notre vie future. Et donc nous serons avec aujourd'hui non seulement des études d'impact que nous allons présenter, mais aussi des propositions pour regarder comment effectivement on peut assurer le même niveau de pension. Ça sera aux assemblées générales dans chaque établissement de décider de la nature de la pression et du rapport de force que nous allons opérer sur les décideurs. Voilà, donc c'est le point de vue de la FSU. Alors je vous rappelle que nous recevons en direct Marie-Émile Merval, qui est le secrétaire général du SPEG. Avant même de revenir sur les négociations, une petite réaction par rapport à vos collègues de la FSU, qu'on comprenne bien, collègues guadeloupéens comprennent bien, cas de différents. C'est la première fois qu'on a posé une question là, ça. Depuis le temps, on a envie de dire que ces syndicats-là existent, pour nous protéger, on a des canonies différents. Et on a envie de dire, si nous pas des habitants différents, nous sommes dans le même syndicat-là. Absolument. Donc après, aller chercher à savoir qui est différent, nous que passons l'autre ainsi ça. Ouais. Et d'après moi, si problème, il n'y a pas d'accord avec moi, là, c'est ça. Ah oui, ça c'est ça. Là, à présent, si point là, ça précisément, nous pouvons répondre. Pas de difficulté. Nous, effectivement, engagés processus là ça et nous ferons demande de moratoire parce que nous avons estimé que si les 5 dernières années c'est près de 330 postes qui ont supprimés. Donc on a dit on a arrêté supprimer postes pendant 5 ans.
C'est un moratoire de 5 ans nous avons proposé. Et nous avons dit à partir de ça, comme il y a dit une baisse démographique, normalement, baisse démographique là, il ne faut pas y mener suppression à poste. Il faut permettre de conserver ces postes-là, ça, pas supprimer. Et comme la démographie là a baissé, au lieu de fermer des classes, ou pas qu'à fermer ces classes-là, ça qui permet de répartir ces timons-là en les mêmes quantités de classes qui existaient, qui a fait que l'effectif à ces classes-là a baissé. C'est un des avantages que ça nie. Il y a d'autres avantages encore qui permettent de mettre en place d'autres projets pour ces timons-là, si la maternelle, si le langage, si créole, etc. Donc, ou péni 72 postes supprimés là, si vous pas supprimé, c'est 72 moyens qu'il y aura quand même si vous avez plus, mais si vous avez fait en paroté 72, c'est que 72 étaient en pochard. Donc, vous pouvez servir avec. Mais là, vous avez en pochard, à Paris, on peut faire. Donc, vous coincez. Donc, problématique à moratoire là, en vidéo, c'est conseil qu'a posé. Et il faut savoir qu'elle nous nie adhésion et engagement signé à président et la région, collectivité départementale, les 4 sénateurs, et les 3 sénateurs, pardon, et les 4 députés. Ils ont tous validé et demandent un moratoire là. Donc nous pas ni en problématique à ça. À côté à ça, nous ni tous les autres syndicats à l'éducation, qui c'est FAEN SNCL, qui c'est UNSA Éducation, qui c'est FNEC FPFO, qui c'est CEP CGTG, qui c'est les fédérations à famille Timoun, FAPEG et FCPE, ils ont tous d'accord et ils ont tous signé un seul document, nous tous signé en tout cas, un seul document pour demander les parlementaires, pour demander les collectivités à défendre le bon gouvernement là, et bien on moratoire de 5 ans pour arrêter ces pressions à postponement. Alors normalement nous donnons une réponse là tout à l'heure parce que nous savons que ces syndicats, ces parlementaires là en France, ils ont rencontré le ministère de l'Éducation français, mais en TV vous une évaluation point recteur sorti on va y la voir. L'Académie s'engage à ce que dans toutes les écoles, la moyenne des élèves par classe soit de 24. Elle continuera de renforcer le développement des classes en éducation prioritaire. Ça a acté. Oui, ça a acté. Ça, c'est des résultats de la négociation que nous commençons au sérieux depuis le 21 janvier, parce que vous savez que SPEG et UNSA Éducation était en grève contre pas seulement réforme à retraite, mais en tout cas à partir du 21 janvier, nous sommes en problématique à suppression à poste pour permettre d'améliorer, envie de dire, le système éducatif là quand il est là. Ou bien comprendre que le moratoire là, c'est on volet à combat la nominée là, c'est volet, envie de dire, politique là, et tenir en deuxième branche à combat la nominée là, c'est volet administratif. Là. Ça veut dire rentrer en négociation avec recteur là pour voir qui j'en ai attrapé en amélioration pour qu'ils mettent en place en rentrée 2020 là. Et effectivement, ça recteur là qui a fait partie des points de négociation qu'elle nous demandait, qu'elle nous obtienne. Alors, deuxième bulletin, s'agissant de la langue créole et de la culture régionale, l'Académie met tout en œuvre pour créer un écosystème favorable au développement. Là aussi, son revendication soutenue à ce pour ma créole là. Sans revendication, mais contradiction qui envie de dire très belle, très poétique, mais qui pas qu'à bailler en grande réalité. Ou commander un professeur, quand ça veut dire ça, il a enseigné, il est en créole, lui-même a été traduit ça en langage précis. Ah ben, regarde, ainsi, l'enseignement du créole est assuré dans tous les lycées de l'Académie et dans 42 collèges sur 46. L'Académie dispose en effet de 135 professeurs habilités à enseigner le créole. Enfin, l'enseignement du créole est assuré dans la formation initiale dispensée à l'INSPE. Alors, il faut savoir simplement que la revendication, nous, c'était permettre qu'à Nice, ou avec réforme à lycée là, on y les enseignements de spécialité. Et ni en enseignement de spécialité, on va créer langue, littérature, culture étrangère et régionale. Tout à fait. Nous te dit ça pas normal que l'enseignement là ça existait. Adam, vous pouvez mettre plusieurs langues. Anglais, espagnol, allemand, tout ça ouvert, et créole, puisqu'il y a une régionale là-dedans. Et nous avons retrouvé dans le lycée en Guadeloupe, qui n'y a enseignement de spécialité là, ça, et il y a qui, dès qu'il était qu'à proposer créole, nous disons on arrête avec ça. Il faut proposer créole, dans le cadre d'enseignement là, ça, tout partout là, il a existé, enseignement de spécialité là, dans tous les lycées là, il a existé. Et c'est ça nous demander, et c'est ça nous obtiennent. Il faut proposer cette timonali. Après, cette timonali pas prendre, il y a qui dès qui demande, ou pas peut-être ouvert en classe pour des timouns. Donc à ce moment-là, ça y a que mettre en place d'autres procédures pour permettre que timouna fait créole là quand même. Mais nous ne trouvons pas normal que nous en Guadeloupe et ou pas proposer ces timouna créole. Si les langues peut-être pour continuer, il y a aussi, mais nous demander aussi pour que timoun qui est en lycée professionnel, obligatoirement c'est il y a qui anglais
anglais yo ka mette ba yo. Nous dit non, proposer ces petits aussi pagnol parce que les petits moun yo fait pagnol, tout collège là, yo te continuer te poursuivre. Et ces petits moun là, yo ka arrivé au lycée, yo obligé à arrêter, ça pas normal, ça non plus. Ou des petits moun qui ka viennent de République dominicaine, des petits moun qui hispanophone, yo ka au professionnel, yo ka fait anglais. Ces petits moun là a pas comme ça ka aider yo au mieux parce que souvent de fois, c'est des petits moun qui jani barrière à langue là, jani difficulté là. Donc là ou pas ba yo possibilité là ça ou pas aider yo. Donc tenir tout en panel envie à position comme ça qu'elle nous fait et des revendications qu'elle nous mettait devant et normalement rester là de tête actée. Alors, on a le point qui partait dans la revendication à autres, mais son dernière information, c'est Adam, on va y la voir le JTJ Météo, ainsi dans une émission politique sous BFM, etc. Ségolène Royal, ancienne ministre déléguée à l'enseignement, déclare avant on mutait discrètement les professeurs pédophiles et si possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. Tu entends parler de ça déjà? En tout cas, entendre parler de réactions et informations à Ségolène Royal. Le ministre a démenti, hein? Le ministre a démenti, sauf que ça sont paroles qui ont circulé depuis bon quelques temps dans l'éducation. Ça c'est un bitin que nous t'attendons ou pas ni t'attendons dire ça comme ça. Mais on pas te dire pour preuve ou pas ni pour plus d'informations. Il faut savoir aussi que là où vous tenir les guerres qui déclarent en Afrique, la France débarquait tout et protégeait toute originaire et il était en Afrique et il était qu'à voyer yo aller et pour te protéger parce que tenir massacre, tenir combat, guerre civile, etc. Et pendant ces périodes là ça, toutes ces mounas qui étaient en Afrique, eh bien il était qu'à revoyer yo souvent de fois à dans ça crier les outre-mer. Donc, on passe exactement pendant ces périodes-là, ça, qui qualité moun qui vient, qui pas rentrer, parce que nous connaissons les conditions. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout le monde paix pour dire qu'il n'y a ni problème là, ça, tout partout. Mais c'est vrai que ou des cas tant d'idées, mais ou pas ni pour une preuve. Après, est-ce que si ou pas ni preuve, ou pas ni des cas précis, ou pas y prend paix? Ça veut dire que là, présent qu'il y a une parole officielle, ça veut dire, d'après moi, fournir une enquête qui mène. Quand les loups de tonnes, on mettait dit qu'il y a des chlordécone, eh bien, en côté si vous avez des abîmes, eh bien, c'est normal aussi qu'il y ait une enquête de tête menée pour savoir est-ce que c'est vrai, dans quelles conditions, quelles circonstances, qui est qui est responsable. Là, un ministre qui a dit ça, un ministre actuel ne peut pas contredire et dire non, ça n'a pas rien fait, ça c'est pas vrai. Non, il faut une enquête qui mène pour dire nous clairement si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est pas normal que nous arrêtions à dans un doute. Parole, j'ai parlé depuis les années. Là, on voit un ministre qui a venu dire ça et vous savez qu'on attend parole parler depuis des années, ça veut dire que là, à présent, Blanquer ne peut pas contenter de communiquer pour dire que Blanquer a raconté n'importe quoi. Alors, avant dernière question là, on nous a dit que la région a décidé de faire un forum sur l'éducation. Enfin, on va espérer que Zoké participer. À pas espérer, d'après moi, c'est place en nous, des bails point de vue en nous. Nous pas obligés peut-être de présenter nous physiquement, mais nous avons l'habitude, dans ces cas-là, ça aussi, faire des contributions écrites pour bail point de vue aussi à ce syndicat-là. Alors, dernière question là, bon, ça c'est une question à famille à Timoun. Blocage là, à quel niveau il est là? Jeudi, mercredi, l'après-midi, il n'y a pas d'école. Demain, l'école ouverte ou bien grève là, le mouvement là, continuer. Pour ça qui concerne SPEG, en qui peut répondre, nous mettons quand même des conditions depuis le 21 janvier, SPEG en tout cas en mouvement et en grève. Nous mettons des conditions à ça. C'était effectivement résultat à négociation nous tenions avec recteur là et résultat à demande là nous avons fait pour moratoire là. Faut faire le point effectivement si c'est dévolé là ça pour comprendre qui décision nous prend. Donc recteur là en cas quoi que nous fin battre éveil, nous fin discussion en tout cas négociation éveil à point là nous y est là qu'on ouvre effectivement il dit des avancées. Ça veut dire qu'il faut nous aussi vrai est-ce que les avancées qui n'y correspondent à ça que nous TP attendre dans le cadre des négociations comme ça par rapport à besoin qu'il y a en éducation. Et deuxième volet là c'est effectivement moratoire là. Il était question que les parlementaires pas seulement les députés mais il faut savoir qu'il y a 4 députés qui depuis midi et demi au ministère et vers aussi un sénateur Dominique Théophile qui accompagne yo pour défendre moratoire là. Toute politique on nous dit yo d'accord pour défendre ça. Donc nous avons dit aller là, nous attendons effectivement que le ministère là et bien bon nous en réponse à si qui disposition est à côté pour avec moratoire là. Nous avons dit merci ensemble que vous êtes en mouvement donc nous pouvons garder plus longtemps. On revient à l'actualité avec Naïla, la belle des villes non, oui c'est bien ça, la belle des villes et villages internet pour la ville des Abîmes, reportage de Maurice Cécile depuis Paris. Tout à fait, la ville des Abîmes s'est vue remettre ce label. Il faut savoir que 234 collectivités et 16 régions françaises se voient chaque année remettre
ce label. Et la ville des Abîmes, c'est l'occasion 2020 de montrer son savoir-faire en matière de numérique et d'Internet. Reportage Maurice Cécile. Une grande joie, surtout parce que c'est notre première participation. C'est un travail de longue haleine. Avant, nous ne pouvions pas prétendre aux arrobas. Et nous avons aujourd'hui 2 arrobas pour notre première participation. Je suis très reconnaissante et je suis très contente en tant qu'élue. Et l'année prochaine, on va encore faire mieux. C'est une volonté du maire des Abîmes, Éric Jalton. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup sur la fracture numérique, puisque nous avons priorisé, puisqu'on a un développement de la fibre sur tous les territoires de Guadeloupe, mais en particulier au niveau de la ville des Abîmes, nous avons priorisé les zones blanches et les zones grises, puisque ce sont des zones qui sont handicapées, puisqu'elles n'ont pas de haut débit. On en parlait tout à l'heure avec les différents représentants. Il est important aujourd'hui d'avoir du haut débit partout, dans tous les foyers abîmiens, et c'est l'objectif du maire des Abîmes, d'où la priorisation des zones blanches et des zones grises au niveau de la ville. Oui, il y a un travail de fond, donc qu'on mène depuis des mois, on y pense depuis des années, mais vraiment là, avec le dynamisme de notre élu, avec le directeur des systèmes d'information, qui a voulu que, en fait, on y aille et qu'on mette notre énergie dedans. Donc on s'est dirigé vers ça, on a préparé les choses en amont, mais ça récompense un travail en amont et après on fait une publication de toutes nos actions sur la plateforme de Ville Internet. Alors pour avoir ces arrobas, il y a un certain nombre de critères à remplir et sachant qu'on remplit une quarantaine de fiches où il faut qu'on coche oui on fait, non on ne fait pas, et effectivement c'est à partir de là qu'on vous décerne les arrobas. Donc la Ville des Abîmes a rempli un certain nombre d'objectifs et d'où les 2 arrobas que nous avons obtenus pour la première fois puisque c'est notre première participation, et bien entendu on ne peut que s'améliorer. Donc on vous dit rendez-vous à l'année prochaine. Tout à fait. Donc effectivement, je suis directeur des systèmes d'information maintenant depuis 1 an et demi. Donc on a tout de suite enclenché cette démarche sur laquelle il était question qu'on puisse être labellisé. Donc on est plus ou moins récompensé par ce gros travail. Donc comme je dis, c'est un travail transversal qui a été mis en place sur l'ensemble des services de la ville. Donc 2 arrobas, comme vous le disiez. Donc c'était inespéré pour la première participation, mais on va continuer toujours à encore plus mettre des services, je veux dire, au sein de notre collectivité et pour les administrer. Alors très important, c'est autour de grosses actions fortes. Donc c'est 36 actions qui ont été mises en place, je veux dire au sein de la collectivité. On peut citer pêle-mêle la microfolie, donc c'est un musée numérique effectivement qui permet là aujourd'hui aux administrés de pouvoir consulter toutes les œuvres de France et de Navarre. Donc c'est un gros projet et très important, je veux dire notamment pour le maire, ça va être de faire en sorte que la fibre optique puisse être au sein des zones urbaines. Voilà, il est 13h20 et nous recevons Madame Dominique Vénéré. Bonjour Madame Vénéré. Bonjour Danick. Voyageuse intemporelle et réaliste. Et vous êtes partie à Port-au-Spain. Je suis dans le cadre de ce que je faisais l'année dernière, oui. J'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises à Port-au-Spain. Je crois que j'ai dû faire le voyage 6 ou 7 fois. Oui, voilà. Alors, donc c'est une ville que vous commencez à connaître. Port-au-Spain, oui, quand même. Un peu mieux. Ouais, un peu alors, mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de Port-au-Spain? Déjà, Port d'Espagne. Alors, c'est marrant parce que j'aime pas du tout l'appellation française. Mais c'est ce que ça veut dire, Port-au-Spain, Port d'Espagne. Mais bon, ici aux Antilles, on dit Port-au-Spain. Oui, parce que ça a été occupé, la Trinidad a été occupée par les Espagnols. Absolument. Donc, Port-au-Spain est la capitale, en fait, de Trinidad and Tobago. Et c'est une ville qui est située au nord-ouest de cette île. Elle a d'ailleurs été également, de 1958 à 62, elle a été également la capitale de la Fédération des Indes occidentales. Donc ça, c'est une organisation qui avait été créée par le Royaume-Uni dans l'intention de fédérer les 24 îles de la Caraïbe, enfin je parle des îles habitées notamment, de pouvoir les fédérer. Pas dedans, hein? Pardon? La Guadeloupe n'est pas dedans. Anglophone. Oui, d'accord, merci. Britannique, plus précisément. Voilà, les îles britanniques. Donc l'idée, c'était de les fédérer, d'avoir un gouvernement, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné, puisqu'en 62, le projet est tombé à l'eau. Oui. La ville et sa périphérie est quand même le principal pôle d'activité du pays. C'est vraiment autour de Port-au-Spain et de sa périphérie qu'on retrouve toutes les industries. Pétrolifères également, oui. Le port de Port-au-Spain est un port qui est quand même très très important, puisque c'est à partir de ce port que tout le trafic se fait, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit également tous les produits manufacturés qui viennent pour pouvoir être distribués en tant que marché intérieur, mais également toute l'exportation de bitume, parce qu'il faut savoir qu'à Trinidad et à proximité de Port-au-Spain, on a une des rares productions naturelles de bitume.
D'accord. Donc c'est une grosse production et qui dessert une bonne partie de l'Europe d'ailleurs. Et puis c'est également un pays qui est importateur donc, de tout ce qui est agricole, donc café, cacao, un peu de canne à sucre encore également. Donc oui, Port of Spain, c'est vraiment une grosse activité. C'est plus de 50 000 personnes qui vivent. Quand on arrive à Port of Spain, on est quand même surpris par l'architecture un petit peu particulière de Port of Spain. Alors, quand on quitte Piarco, qui est l'aéroport de Trinidad, de Trinidad, tout à fait. Oui, tout à fait. On est à peu près à 17 km donc, du centre-ville, de la ville. Tout le long de ce chemin, on voit d'abord des industries quand on commence à approcher Port of Spain. Et puis, une fois qu'on rentre dans le cœur de Port of Spain, on voit des architectures totalement disparates, tout à fait. On peut avoir des grands buildings, on va avoir les maisons victoriennes donc, de l'époque avec une empreinte bien britannique. Et par exemple, il y a une grande place qu'on appelle la Savannah Queens. Donc c'est un grand parc qui fait à peu près 3,50 km de contour. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où les gens font leur jogging. C'est là où ça va jouer récemment pour Carré Festival. Voilà, puisqu'il y a aussi, d'ailleurs, il y a le Grand Dôme, qui est un lieu de culture, puisque les Trinidadiens sont très ils sont très empreints de culture et de faire évoluer aussi cette culture, qu'elle soit musicale, qu'elle soit artistique, que ce soit de la danse, enfin tout ce qui est projet artistique est vraiment soutenu sur cette ville, en tout cas à Port of Spain. Et ils ont fait un peu la même chose aussi à San Fernando, qui est dans le sud de Trinidad. Ensuite, vous avez donc ce qu'on appelle les 7 magnifiques maisons, donc qui sont des grandes bâtisses qui ont été construites dans les années où le pays n'était pas encore indépendant, donc la période de colonisation, effectivement. Et c'était à qui avait finalement celui qui avait le plus d'argent qui construisait les plus grandes bâtisses. Donc vous avez sept grandes villas qui sont les unes à côté des autres sur un des pans de cette savane. Et malheureusement, beaucoup de ces maisons sont aujourd'hui un peu endommagées. Certaines sont en réhabilitation, mais il y en a qui sont complètement vides. On ne peut même pas les visiter parce que elles sont quand même plus ou moins en ruine pour certaines. Qu'est-ce que vous avez aimé à Port of Spain ? Qu'est-ce que j'ai aimé à Port of Spain ? Oui. J'aime beaucoup cette grande savane. Oui. Je la trouve très, très, très belle d'ailleurs. Et puis, il y a pas très loin de Port of Spain, il y a un endroit que j'ai vraiment adoré, ce sont les chutes de Maracas. D'accord. C'est vraiment très, très proche de Port of Spain. Ce sont des chutes un peu dans le même esprit que nos chutes du Carbet, moins élevées, mais très, très belles également. D'accord. Pour revenir quand même, voilà, vous voyez, les chutes, elles sont là. Voilà, j'ai marché pendant au moins 2 heures là, et franchement. Vous y arrivez ? Ouais. Et puis vous avez aussi un point de visite qui est important dans Port of Spain, c'est le zoo, puisqu'ils ont un zoo, un jardin botanique avec effectivement des animaux un peu venus d'ailleurs, et notamment la grosse promotion, ce sont les fameux tigres du Bengale. Alors, est-ce que vous avez été étonné par le trafic urbain voiturier, j'ai envie de dire, qui est plus important que la Guadeloupe, hein ? Les dispositions sont pas les mêmes, mais c'est vrai que le trafic est très très dense. Très dense, oui. Parce qu'une bonne partie de la population de la périphérie vient travailler en centre-ville. Oui. Donc quand vous avez un avion très tôt le matin, il y a intérêt de partir à 5 heures de son hôtel pour être sûr d'arriver à l'aéroport à l'heure et de prendre son avion. Et encore. Voilà. J'en sais quelque chose. Vaut mieux éviter même de prendre un avion trop tôt le matin. Tout à fait. Alors dans les rues, vous n'avez rien remarqué du point de vue de la cuisine, des choses qu'on vend ? On vend de tout. Oui. Dans Port of Spain, on peut trouver de tout. Oui. Ça va du textile à la nourriture. On retrouve beaucoup de nos produits d'ailleurs en termes de nourriture. Là, vous avez par exemple une de leurs spécialités qui est le requin, le fried shark. Oui. Donc c'est du requin frit qui servent à l'intérieur d'un gros pain un peu de type McDo. Oui. Alors, moi j'ai trouvé ça pas mauvais du tout. Ma seule difficulté un peu avec la cuisine trinidadienne, c'est qu'elle est très salée, très épicée, très sucrée, très grasse. Et ça explique un peu peut-être aussi l'état de santé de cette population qui est quand même très touchée par le diabète. Et pourtant, j'ai eu le sentiment que les Trinidadiens sont moins obèses que les Guadeloupéens.
Tout ce que j'ai vu. Peut-être de ce que vous avez vu, mais... À rapport aux semaines, je ne sais pas sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble, après, moi, pour en avoir quand même côtoyé pas mal, et puis parmi les amis que j'ai aussi sur Trinidad, ils ne sont pas tous filiformes, je peux vous assurer. Vous avez goûté le rôti? Oui, j'ai goûté, c'est une des spécialités. Oui. Donc c'est une espèce de galette faite à base de blé et qui est fourrée, tout à fait, d'origine indienne, et qui est fourrée donc d'une espèce de purée de pois et de pommes de terre. Donc tout ça c'est refermé, c'est servi dans un espèce de papier sulfuré. Et puis ça se vend dans la rue. Dans la rue, ah oui, totalement, oui. Comme de brokit en fait. Oui, un peu, voilà. C'est le brokit de là-bas. Il y a beaucoup d'alimentation qu'on peut acheter sur le bord des trottoirs, enfin dans la rue. Les Trinidadiens aujourd'hui sont pas mal rentrés effectivement dans ce mode d'alimentation, nourriture rapide, quoi. Une dernière chose sur la population. Quel type de la population? Le Trinidadien moyen, il est comment? Le Trinidadien moyen, qu'est-ce que vous entendez par le Trinidadien moyen? Le Trinidadien qu'on rencontre dans la rue. Ou la Trinidadienne. Ou la Trinidadienne. Alors, déjà, c'est très cosmopolite, puisqu'on côtoie aussi bien une population, quand même, près de 40% d'Indiens, de Noirs, mais on retrouve des Blancs, on retrouve des Chinois, on retrouve des Syriens, des Libanais, donc très, très cosmopolite. Le Trinidadien moyen, c'est celui qui a sa voiture, son 4x4, qui a une... Il y en a beaucoup, une 4x4. Oui, il y en a beaucoup. Alors, vous avez... L'essence ne coûte pas cher, il faut le dire. D'une part, et puis la plupart des véhicules qui sont importés là-bas, ce sont des véhicules qui viennent d'Asie. Hein. Oui, c'est très asiatique. Beaucoup de voitures françaises, moi j'en ai vu. Moi, pour avoir discuté avec eux, c'est parce que c'est ce sont les voitures les moins chères, surtout. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Alors, je vous ai mis la photo, là, on vient de la voir, d'une école qui se trouve à Chaguanas. Oui. Voilà, Chaguanas, c'est une ville qui est à la périphérie de Port-au-Spain. Et cette petite école, c'est une école privée qui aide des enfants très très démunis. Et je la trouve très intéressante parce que si on peut revenir sur la photo, vous verrez que dans une seule et même pièce, plusieurs classes se côtoient et sont séparées par un simple tableau. Voilà, regardez. Oui. Donc là, on voit qu'une partie de cette pièce, mais de l'autre côté, c'est pareil. Il y a au moins 6 ou 7 classes. Et c'est le même prof? Non, c'est pas le même prof. C'est-à-dire, vous savez, quand nos enfants se plaignent du bruit, de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. Moi, j'ai vu ces gamins qui sont donc dans ces espaces, dans cette même pièce, séparés par un tableau, tout simplement, et qui arrivent à apprendre. Au début, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais comment les gosses font pour apprendre quelque chose? Tellement il y a une espèce de brouhaha et que, en fait, de classe en classe, ça se confond. Mais non, les gamins sont là, ils savent qu'ils vivent dans un contexte qui est très très difficile, que les parents n'ont pas les moyens, et donc à ce moment-là, ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Et j'ai trouvé ce moment très intéressant. Et c'est à Chaguanas, c'est un des rares endroits où on parle encore créole, il faut le dire. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà, c'était le focus sur Port-au-Spain pour notre voyageuse de la Caraïbe. On ne sait pas encore sur le focus de la prochaine ville, on ne sait pas encore. J'ai bien aimé Bonaire. Bonaire, c'est où? Dans quelle ville? C'est dans quel pays? Bonaire, c'est une petite île qui est juste à côté, enfin ce sont les 3 îles ABC, donc Aruba, Bonaire et Curaçao. Et donc ça c'est sous protectorat hollandais. Voilà. Et Bonaire particulièrement est une île que j'affectionne énormément. Mais vous nous conduirez à Bonaire très prochainement. Voilà, il est 13h30, on est en petit retard sur la pause, mais nous quand même, Naïda, pas inquiétez-vous. Voilà, il est 13h35, c'est l'heure qui est en Guadeloupe. En France, il est 18h35. Le ministre de l'Éducation est encore à rencontrer les parlementaires sur la question de l'éducation, de savoir si la grève continue. Bemao vient de dire dans un communiqué que le transport scolaire reprend à partir de demain. Pour l'heure, nous sommes avec Naïla pour l'information, mais nous saluons tout de suite nos 2 chroniqueuses adorées. Jocelyne, bonjour. Bonjour David, bonjour Naïla. C'est Jocelyne. Ah non, je ne chante pas aussi bien qu'elle. Et on a José de retour avec l'histoire de la coiffe. Bien bonjour José. Bien bonjour. Merci l'habitude. Alors la coiffe. Alors la coiffe, on avait fait une première partie, on a présenté de façon générale la coiffe. Oui. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de la coiffe, non pas que dans son aspect esthétique, mais aussi surtout dans sa symbolique et la coiffe comme un élément de revendication. Tout à fait.
Donc, c'est une évidence que de rappeler que le costume est indissociable des conditions socioculturelles dans lesquelles il se construit. Donc, la coiffe n'échappe pas à cette constante. Donc, mais alors, quelle est cette symbolique attachée au foulard africain? Parce qu'on parle de foulard africain. Voilà. Parce que j'ai eu une information disant que, vous avez dû avoir cette information, disant que finalement le costume guadeloupéen national et les coiffes étaient plutôt d'origine musulmane. Vous avez vu cette information, je voulais envoyer. Ça corrobore un petit peu ce que j'apporte aujourd'hui. D'accord. Parfait. Voilà. C'est que voilà. Donc pour parler de la coiffe, l'origine de la coiffe créole tiendrait ses origines plus du côté du foulard africain. Parce que selon la tradition, c'est un accessoire vestimentaire que l'on retrouve dans toutes les cultures d'Afrique. Et le monde symboliquement représente la religion et la culture. Donc on peut dater cette période à bien avant la période précoloniale. Bien avant, les Africaines portaient déjà le foulard, bien avant la pénétration des Arabes sur le continent. Donc ça précède l'arrivée des Arabes, donc c'est encore plus vieux que ça. C'est avant l'islam. Absolument. Et d'après le sociologue malien Fako Diarra, les femmes bambara portaient le foulard pour se protéger des mauvais esprits. En effet, les croyances populaires attribuaient au génie de l'eau et de la brousse qui avait un attrait particulier pour les jeunes mariés. Et le foulard était donc une protection divine contre ces êtres surnaturels. Alors, est-ce qu'on peut dater à peu près? Alors, les éléments qu'on trouve sont un peu flous. Oui. Donc, on n'a pas de datation précise, mais on dira que c'est pratiquement aussi vieux que la civilisation africaine. Parce que les femmes ont toujours porté ce foulard pour se protéger, mais aussi c'était un signe de respect. On pensera là poser la question à notre ami Divial, qui quelquefois nous fait remonter jusqu'à l'Égypte. Savoir aussi les femmes égyptiennes qui étaient d'origine nubienne, africaine, portaient elles aussi le foulard. Alors, l'attaché du foulard. Alors, l'attaché du foulard, oui. On le trouve aussi dans cette civilisation, bien avant l'attaché du mari-tête qu'on a ici. Bien sûr. Donc, avec le même symbolisme. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce parallèle. Donc, le symbolisme, plus de l'attaché, plus la femme avait une position confortable dans sa communauté, plus l'attaché était complexe et volumineux. D'accord. Donc, le volume de la coiffe correspond à ce qu'on veut représenter. Alors, si je vous pose la question, je dis, que représente le volume de votre coiffe? Alors, un volume intermédiaire. Voilà. Mais aujourd'hui, nos coiffes ont d'autres significations. Oui. Donc, c'est une coiffe qui rappelle la bonbonche. Donc, une coiffe de la femme qui est libre, qui s'assume et qui s'affirme. D'accord. On posait la question demain à Naïla quand il voit sa coiffe aussi. Alors, la dimension de la coiffe dans sa dimension sociale et politique, porteuse d'une revendication. Quel type de revendication? Alors, justement, donc la coiffe en madras, c'est appelé aussi tête. Ça, on l'a vu précédemment. Mais c'est le fruit d'un mélange de l'histoire destiné à contourner les lois coloniales ou les lois somptuaires qui interdisaient aux femmes de porter le chapeau. Donc, les femmes noires, les libres de couleur, ont détourné cette interdiction. Et comme elles ont vécu le port de ce foulard comme une nouvelle humiliation, elles ont eu l'idée, elles ont eu le courage d'utiliser ce madras et d'en faire un couvre-chef. Donc la coiffe est née de là. Donc ce n'est pas qu'un élément esthétique, mais c'est un élément qui dit... De représentation sociale. De représentation sociale, mais je suis suffisamment brave pour détourner cet interdit, quitte à aller en prison, en cas mettre quand même. Voilà. C'est vraiment cet aspect que je voulais qu'on garde en tête, parce que ce n'est pas que de l'esthétisme. Oui. La coiffe, aujourd'hui, doit porter aussi ce message de femmes qui revendiquent. Oui. Et nous sommes toutes des femmes rebelles, des femmes qui revendiquons. Et quand on est une femme, dans une société, on a encore beaucoup plus de choses à prouver. Tout à fait. Donc, il faut garder vraiment à l'esprit cette coiffe comme je revendique et j'affirme qui je suis. Oui. Et j'affirme qui je suis, Danick. Ça, c'est clair. Hein? On va dire.
Alors, je voulais parler spécifiquement de la coiffe calandée. Oui. Alors, comment on distingue la coiffe calandée? Alors, c'est une coiffe qu'aujourd'hui, qu'on ne fait plus beaucoup parce qu'elle est extrêmement technique. Elle est extrêmement compliquée à faire. Mais à l'origine, cette coiffe calandée est confectionnée à partir d'un madras clair avec lequel les femmes, pour le rendre plus lumineux, allaient dessiner à la plume de poule des traits jaunes pour rendre ce madras beaucoup plus lumineux, donc beaucoup plus beau aussi. Donc le mélange de jaune, elle obtenait à partir d'un mélange de chrome en poudre additionné à de la gomme arabique pour obtenir ce pigment naturel jaune. Donc on verra qu'à l'origine, la plupart des coiffes calandées sont jaunes. Parce que c'est une couleur qu'elles ne retrouvaient pas dans le madras qui était à leur disposition. Les femmes de la grande société avaient du jaune. Donc elles ont détourné encore une fois de plus l'interdiction, elles ont créé du jaune et elles ont peint du jaune sur leur madras. Donc tu comprendras pourquoi aujourd'hui particulièrement j'ai voulu présenter cette coiffe calandée. Je comprends ça symboliquement et sociologiquement, c'est important. Voilà. Alors l'importance, il y a quelque chose de... Parce qu'aujourd'hui nos coiffes calandées, on a l'impression ici même qu'on les connaît très peu, mais par-delà le monde, on parle quand même de notre coiffe calandée des Antilles françaises. Et lors du 3e Festival international du textile extraordinaire, il y a eu, en 2016, il y a eu une exposition qui s'intitulait Textile rebelle. Et cette exposition qui a eu lieu à Clermont-Ferrand exposait dans les textiles rebelles la coiffe calandée des Antilles françaises. Donc, c'est pour vous dire vraiment que le côté rebelle, le côté de la revendication est vraiment attaché à cette coiffe créole, et particulièrement la coiffe calandée, parce qu'à elle seule, elle concentre 2 interdictions, et le port du chapeau et l'interdiction de porter du jaune. Donc, mesdames, portez des coiffes, même si elles ne sont pas calandées, affirmez-vous et soyez conquérantes avec vos coiffes créoles. Et soyez rebelles et révoltées. Pas rebelles et révoltées, rebelles suffit, mais en tout cas, soyez conquérantes. Merci, José, pour ce focus sur les coiffes calandées. Naïla, vous avez entendu. Ben oui, j'affirme, elle a raison. On s'affirme de jour en jour. Les femmes portent effectivement des coiffes et les maris-têtes. 13h43, on continue dans les chroniques puisque Jocelyne, qui n'est pas Béroir, est déjà là. Et, ah non, Jocelyne n'avait pas pour commencer à me faire rire comme la semaine dernière. Non, mais c'est vous qui me faites rire, c'est pas moi qui... Alors, on va parler du fruit à pain. Ouais. Alors, le fruit à pain, quoi? Ça se mange plus, on oublie le fruit à pain. Il faut manger du fruit à pain, je vais dire pourquoi. Et générique. Et mon générique. Ah oui, générique, fruit à pain. Merci. Demain, colloque sur la fruit à pain, mais en attendant, on est avec Jocelyne, qui n'est pas. Bon, voilà. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Canal 10 et de RHT, bien sûr. Vous ne me dites pas bonjour, moi. Bonjour Dani, mais j'ai dit tout à l'heure bonjour, j'ai dit Naïla, j'ai dit José. Franchement, il y a un problème, il faut manger plus de fruits à pain. Bonjour pas aussi. Il est en mode jalousie aujourd'hui. Ouais, c'est en mode jalousie. Voilà, donc je voulais parler du fruit à pain. Déjà, le fruit à pain, c'est un légume qui pousse sur un arbre. Cet arbre, le nom vernaculaire, c'est Artocarpus altilis, qui veut dire littéralement arbre à pain. Donc voilà déjà ça. Donc c'est une espèce qui est originaire, on pourrait dire, de la Nouvelle-Guinée, et ça va, on le trouvait jusqu'en Micronésie. Donc c'est tout cet endroit du globe, c'était vraiment les fruits à pain. Et aux Antilles, il a été introduit une première implantation, je vais dire tout à l'heure, en 1772 par Sonera, qui était un explorateur naturaliste. Et ça, c'était le fruit à pain à graines, mais je vais aussi développer pourquoi je dis fruit à pain à graines. Et la deuxième implantation, c'était avec le capitaine William Blight, le fameux capitaine du Bounty, dont on a fait un film, et qu'il a introduit en 1790, et on l'avait fait venir pour nourrir exclusivement les esclaves. Voilà. Et
Pourquoi tout à l'heure je parlais de fouillapin à graines? Parce qu'aux Antilles, en Indonésie, il y a plus d'une 50aine de variétés de fouillapin. C'est la famille des moracées, quand on dit des mûriers, il y en a plus d'une 50aine, dont le jacquier. Mais aux Antilles, on n'en comporte que 2. Le fouillapin à graines, qui est l'Altis, l'Artocarpus altis, et qui est le châtaignier, pays. Ça, c'est le fouillapin à graines. Oui. Et l'autre, c'est le fouillapin normal que l'on connaît. On appelle ça fouillapin à graines. Eh oui, le fouillapin à graines. Parce que ce sont les 2 variétés de fouillapin qui sont c'est la un même. fouillapin pour les hommes, celui-là. J'ai commencé. Ça y est, c'est parti. Commencé. Non, les femmes en mangent. Non, mais comme il a dit fouillapin, il y a châtaigne. Non, mais les femmes en mangent et elles en ont aussi à l'intérieur. Ah, ok, d'accord. Bon. Donc c'est un arbre qui peut mesurer de 20 à 25 mètres de hauteur s'il est assez imposant. Et il prend 6 ans avant de porter. Mais dès qu'il commence à porter, c'est quasiment tout le temps. Et c'est pour ça que nos anciens appelaient ça, c'était un moment, quoi. Parce qu'on allait sous l'arbre quand on avait faim. Donc je voulais dire... En Haïti, on l'appelle encore comme ça. Oui, on l'appelle live, enfin, je sais plus. Enfin, ça apporte la vie, l'arbre de vie qu'on appelle en Haïti. Donc, mais là, je voulais vraiment parler du fouillapin, à part ses qualités gustatives et culinaires, c'est vraiment les qualités de santé. Donc dans le fouillapin, il est riche en vitamine C, en vitamine B1, et ces vitamines renforcent le métabolisme et ça permet d'assimiler le fer. Il protège contre le diabète. Donc il permet de réguler le diabète, donc il faut en consommer, c'est un booster d'énergie et en plus il n'est pas calorifique, donc il n'apporte pas de kilomètres et vraiment il permet de résister, d'aller de l'avant. Il protège aussi des troubles cardiaques et il régule le cholestérol. Le fouillapin, donc on voit tout ce qu'il peut faire. Avec les acides gras et l'oméga 3 et oméga 6 qu'il contient, c'est vraiment le plus pour la beauté de la peau et des cheveux. Ça permet de renforcer la peau, de l'élasticité, d'empêcher de vieillir. Avec les antioxydants, ça piège les radicaux libres et en même temps, ça renforce les cheveux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il protège le cœur. Donc, chose qu'on ne savait pas, voilà, il protège le cœur. Et il permet aussi, chez les petits-enfants, une bonne croissance du cerveau. Donc, fallait savoir tout ça. Hein, voilà. Donc, on continue toujours. Il permet aussi de réguler l'intestin et il élimine les toxines. Et le fait qu'il soit peu calorifique, c'est un excellent apport pour le régime. Donc, vraiment, on peut en manger sous toutes ses formes. Donc, je voulais dire aussi, dans certains, à part, je voudrais parler aussi au niveau culinaire, hein, on peut le manger cru, en brandade, maintenant on peut le... Mais non, pas cru, tout dépend. Il y a des gens qui font avec la peau de fouillapin, j'ai appris ça, ils faisaient du jus. Ah bon? Ah oui, du jus, d'accord. Avec la peau de fouillapin. Ça, j'ai découvert ça dernièrement. Mais à part le salé, le gratin, purée, tout ça, maintenant on le fait aussi en dessert. Beignet, tout à l'heure vous parliez de chaudot, il y a le chaudot. D'ailleurs, il y a le livre de Monsieur Babel, Le fouillapin dans tous ses états, qui est magnifique. Et donc, je conseille parce que là, il y a vraiment de la gastronomie, il y a tout dedans, de la béchamel, on fait des pâtes avec. Et le bébélé aussi. Et le bébélé marégalantais, qui est impeccable. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai. Et le châtaignier péri, par contre, avec les châtaignes, bon, les marrons, on fait pas mal de choses. On fait aussi, on le met dans le ragoût. Le jacquier, c'est une forme de... Le jacquier, c'est une forme de fouillapin, c'est la même famille. Donc c'est très rare, hein, Guadeloupe. Ah ben non, pas du tout. C'est surtout en Indonésie qu'on en trouve. Ici, il y en avait du jacquier. Ah oui, je ne savais pas. Si, j'en ai vu. Sur la région de Capesterre. Le Capesterre, oui. Sur Sainte-Rose. Sur Sainte-Rose. Oui. Sur Sainte-Rose. Sur de gros fouillapins. Ah ouais, voilà. Mais c'est la même famille. C'est la même famille. C'est la même famille. Parce qu'il y a plus de 50 espèces de fouillapins. Donc il y a d'autres utilisations. En Polynésie, on s'en sert pour chasser les moustiques avec la fleur. Ils brûlent la fleur mâle et ils chassent les moustiques avec. Avec l'arbre, ils font des pirogues et avec la sève, le latex, ils font de la colle aussi pour coller les pirogues. Je vais vous donner quelque chose que vous ne savez pas. Quand j'étais plus gamin avec des amis où il y avait des pieds de fouillapin,
on allait couper des morceaux de fruits à pain puis on fumait avec. Sérieux? Oui, on coupait, on enlevait l'écorce et ce qui est à l'intérieur qui est assez mou, un peu flexible, mais on fumait avec. Et ça vous rendait comment après? Non, c'était juste stylé. On décollait. Ah d'accord. On décollait sans déconner. Sans déconner. Oui. Alors. Donc, et aux Antilles, par contre, aux Antilles françaises, on utilisait surtout la sève de fruits à pain pour les brûlures et on s'est servi aussi de la popote en faisant bouillir pour pouvoir soigner l'hypertension. Mais on fait des cristallisations avec le popote. Mais oui. Un dessin. Alors les gens ne savent pas ce que c'est qu'une popote à fruits à pain. Vous savez ce que c'est qu'une popote à fruits à pain? Oui. C'est quoi? C'est juste l'extension du fruit à pain d'une longueur. C'est la fleur du fruit à pain. Oui, mais c'est l'extension, c'est-à-dire qu'il y a la fleur, mais il y a vraiment l'extension qui est rugueux et en même temps granuleux, tout à fait. C'est très sucré, c'est très très bon. Mais on en voit très peu, à part quelques personnes qui continuent à faire des confiseries. Ah non, pas très peu, on en voit. On en voit de plus en plus. Moi, j'en cherche des fois. Dans les marchés. Oui, dernièrement dans les foires, dans les marchés. Donc voilà, donc aux Antilles, vraiment le fruit à pain est consommé sous toutes ses formes. Mais malheureusement, chez les enfants, donc on disait ils aimaient pas trop et tout ça. Maintenant, on peut faire le fruit à pain. En retour, on fait la crème et tout ça. Mais j'ai pas terminé. Ah, vous n'avez pas terminé. Pas terminé. Et là, je ne parle plus de fruit à pain. C'est quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est pas sérieux le fruit à pain. Oui, c'est sérieux, mais ça fait partie de notre quotidien. On mange. Donc je voulais juste parler qu'il y a un déjeuner-concert à la le 16 février et c'est fait par l'association Amalgame Humaniste de Madame Viviane Million de France. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une jeune fille qui est à la Hailey School des États-Unis qui est très talentueuse et malheureusement depuis le mois de septembre la région n'a pas envoyé d'argent et elle risque de se retrouver à la rue alors qu'elle est dans une prestigieuse école. Elle est très talentueuse et donc ce déjeuner concert est fait à son profit. Donc ce vendredi. Voilà, donc pour information, appelez le 06 90 35 54 57, un portable 35 54 57 ou allez sur le site amalgahumaniste.net et c'est vraiment, il faut vraiment aider cette jeune fille parce que vraiment, voilà, donc ça me tenait à cœur. Il y a un colloque sur le fruit à pain. Oui, tout à fait, on les a reçus lundi, donc jeudi ce sera au Lamentin. Demain, c'est demain. Oui, c'est demain, au Lamentin, en direct Facebook Canal 10. Oui. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour y aller, mais c'est le matin ou l'après-midi? C'est l'après-midi, je pense à 18h. 18h, voilà. 17h C'est à 17h, ouais. C'est avec l'INRAE et l'association Nouvelle Voix. Ouais. 12h53, 13h53, on a le temps de faire... La parole du recteur, oui, tout à fait. La parole du recteur avant de conclure. Recteur, c'est tout de suite parce que les syndicats de leur côté disent qu'ils continuent la mobilisation et le recteur lui souhaite au contraire un peu d'apaisement. On écoute ce qu'il dit. Il n'a pas le recteur. Si, il y avait le recteur. Le recteur n'est peut-être pas en ligne, il est 13h54. Bien. On va faire la présentation du vélo. Présentation du vélo, mais micro-trottoir non plus. Non, alors moi je me suis dit, il y a quand même, il faut le dire, le Romuald Clodéon de la CSCA, Propreté 2000, a présenté son équipe. Il faut savoir que la préparation a commencé, il y a l'équipe du vélo, on prépare pour la saison 2020 et 13 coureurs composent effectivement son équipe et il y a aussi la venue de Thomas, comment il s'appelle, Thomas Voborzix, j'espère que je dis bien son nom, qui vient compléter cette équipe qui a un palmarès assez impressionnant. Donc j'espère qu'on pourrait voir cette vidéo. 10 ans d'existence, belle rentrée, belle saison 2020 qui s'annonce. Merci aux partenaires, merci à la ville des Abîmes. Le club a eu une progression de plus de 50%. Nous sommes passés de 90 licenciés à 130 licenciés. Donc nous nous sommes organisés pour encadrer tout ce beau monde. Le projet cette année est de marcher en Coupe de France, exporter le cyclisme guadeloupéen à travers des rencontres, des différentes compétitions hors du territoire guadeloupéen, en Europe, le Maroc, en métropole et Coupe de France. Montrer au monde qu'en Guadeloupe, on a des champions cyclistes. Je suis arrivé l'an dernier au CSR Propreté 2000, avec qui j'ai déjà participé une saison avec les manches de Coupe de France, Tour de Guadeloupe l'an dernier, la course du Crédit Agricole.
Et voilà, là on est parti pour une belle année 2020 qui s'annonce riche. Après un an de, je dirais pas d'arrêt, mais de mise en parenthèse, avec l'arrivée de certaines féminines, nous avons pu remotiver l'équipe féminine et là nous aurons une équipe compétitive pour la saison 2020, notamment avec Mélissa Alexandrine, notre leader. C'est ma première année au CSCA. Ça fait 10 ans que je fais du vélo et cette année j'avais pour but de rattraper mon bon niveau d'il y a 2 ans parce qu'on va dire ça fait 1 an et demi où j'avais coupé un petit peu par rapport à mes études et mon travail. Donc la saison a été lancée dimanche. Bon, j'ai déjà un petit repère sur ma progression avec le travail effectué avec l'entraîneur M. Possuédan Claude. Voilà, hein, on verra comment ça se passe au fil de la saison. Comme objectif encore, j'ai pas encore vraiment d'objectif. Une priorité à rattraper mon bon niveau. Donc ça sera ça mon premier objectif et par la suite on verra comment ça va se dérouler, comme on dit sur le Tour féminin de la Guadeloupe. Et aussi, comme je suis en double appartenance, je ne sais pas encore si ça sera le championnat de Guadeloupe ou le championnat de la Martinique. Voilà, on les a tous vus, et notamment ce jeune Thomas qui a fait l'année dernière le Tour de la Martinique. Voilà, on a retrouvé le recteur, il est enfin arrivé, il est 13h56 et lui il demande à ce que les établissements scolaires réouvrent. Vous avez entendu tout à l'heure le mot d'ordre du SPEG qui dit que tant que tout les butins pas réglés, il n'y a pas qu'à au point, le recteur a la parole. Au début de cette grève, avec mes équipes, nous sommes restés à l'écoute. Nous avons rencontré les représentants syndicaux, de fédérations plus exactement, pratiquement 25 heures en 6 fois. Et nous avons été à l'écoute, contrairement à certaines déclarations qui se font ici ou là. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Bien au contraire, nous avons avancé largement sur les revendications des syndicats. Nous avons donné satisfaction sur un certain nombre de points qui relèvent de la compétence du rectorat. D'autres points qui relèvent du ministère, bien évidemment, nous ne pouvons pas les satisfaire. J'entends dire aussi de la part des syndicats qu'ils pensent à l'intérêt des élèves. Et je veux leur demander que les élèves doivent accéder aux établissements scolaires. Les personnels non grévistes doivent accéder aux établissements scolaires. Et donc, je demande la levée des blocages et le dialogue continuera comme il est habituel dans notre institution. Il est aujourd'hui inacceptable que nos élèves ne puissent pas poursuivre leurs études, leur droit à l'école. Et vous savez, je reçois beaucoup de messages de parents d'élèves qui sont indignés par cette situation. Nous mettons tout en œuvre pour essayer de sortir de cette crise, donc j'en appelle à la responsabilité. Mais nous faisons de telle façon que nous étendons justement la peine de nous répondre. Donc oui, nous étions mobilisés devant les établissements, nous sommes aujourd'hui mobilisés devant le rectorat et nous nous mobilisons. Que maintenant, à partir, on a un seuil critique, ce temps est perdu et ceux qui ont les moyens de pouvoir assurer des cours privés s'en donnent la peine. Et moi, je pense à tous les enfants issus de milieux défavorisés qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer des enseignements privés. Donc, notre devoir, c'est de les aider. Notre devoir, c'est de les accueillir. Donc, encore une fois, je demande solennellement aux organisations syndicales que je sais responsables de permettre aux élèves, au personnel qui n'est pas gréviste, de pouvoir accéder aux établissements scolaires. Voilà, juste 2 mots après la parole du recteur pour dire que le SPEG et les syndicats UNSA Éducation sont toujours au même point. Ils disent qu'ils se heurtent aux faiblesses de moyens du recteur qui ne peut pas avancer. Autrement sur les revendications, en fait, en ce moment même, au moment où nous parlons à Paris, se tient une réunion entre les parlementaires et le ministre français de l'Éducation, M. Blanquer. Peut-être nous espérions avoir à la fin de ce journal les informations. Il est 14h, nous pas ce sera peut-être ce soir dans le journal de Harold. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle très rapidement, Naïla, qu'on a parlé du blocage de
Bémao suite à la manifestation de hier soir. Tout à fait, il y a eu un meeting où on appelle à la solidarité et surtout donner des explications à ce mouvement qui a démarré depuis bientôt un mois. Vous avez pu voir aussi, constater qu'on est vraiment dans des conflits sociaux sur toute la Guadeloupe. Donc on a parlé aussi conflit de l'éducation nationale dont vous avez pu avoir en image la FSU qui était en audioconférence avec les parlementaires qui sont en charge justement, comme on vous disait, avec le ministre. Il y avait aussi le mouvement, la réponse du recteur et bien entendu la bonne nouvelle où la ville des Abîmes est devenue un label ville ou village internet. Et nous avons reçu aujourd'hui exceptionnellement 3 chroniqueuses. Jocelyne qui n'est pas Béoua, bien sûr. José sur le pain. Mais Jocelyne a parlé des fruits à pain et c'est important. Elle nous a dit de consommer le fruit à pain au maximum. Avec José, on a pu retourner sous la coiffe et le côté rebelle de la femme avec sa coiffe. Et on a même trouvé la signification. Et puis nous sommes allés faire un petit focus sur Port-au-Spain. Port-au-Spain, c'est la capitale de Trinidad avec Dominique Vénéré. Voilà. Et par contre, on ne va pas oublier quand même Senaya. Ah oui, et Senaya qui a ouvert le banc. C'est une chanteuse que nous avons découvert sur la plage de Trois-Rivières et qui est venue en direct nous parler de son prochain album et de son prochain clip. Vous avez le 21 février au restaurant Plaisir à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. 14h01. La réalisation était assurée par Zébris. Voilà. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau ZCL avec toujours Jocelyne. Oui, avec plaisir.